Il existe une idée profondément ancrée dans notre manière de comprendre les émotions. Nous pensons qu'elles sont provoquées par le monde extérieur. Quelqu'un parle, agit, oublie, s'éloigne, et nous réagissons. Le lien paraît évident. Pourtant, ce que nous appelons réaction est rarement un simple reflet de la réalité. Entre l'événement et l'émotion se déploie un univers intérieur invisible. Un territoire fait d'expériences passées, d'attentes silencieuses, de peurs anciennes, de besoins inavoués. Ce territoire ne disparaît jamais. Il accompagne chaque perception, colore chaque interprétation, oriente chaque réponse. Ainsi, ce que nous vivons n'est pas seulement ce qui arrive, mais la rencontre entre le monde et notre monde intérieur. La psychologie profonde n'envisage pas l'émotion comme une faiblesse à corriger, mais comme un phénomène porteur de sens. Elle considère que ce qui surgit en nous, même sous la forme la plus troublante, participe à un mouvement plus vaste de la psyché vers la conscience. Dans cette perspective, l'émotion n'est pas un obstacle sur le chemin de la lucidité. Elle en est l'un des passages. Le travail intérieur ne consiste donc pas à supprimer ce qui dérange, mais à apprendre à le voir autrement. À reconnaître que la réaction n'est pas seulement une réponse au présent, mais parfois l'écho d'une histoire plus ancienne. À comprendre que ce qui nous affecte révèle ce qui, en nous, demande encore à être intégré. Cette vision trouve un écho particulier dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, pour qui la conscience ne s'élargit pas en évitant l'inconscient, mais en entrant en relation avec lui. Ce qui est vécu comme perturbation peut alors devenir voie de connaissance. Ce qui semblait pure agitation peut révéler une orientation intérieure. Observer ce processus transforme profondément la relation à soi et aux autres. La vie relationnelle cesse d'être un champ de réactions successives. Elle devient un espace d'exploration. Chaque tension offre une indication. Chaque émotion contient une direction. Chaque perturbation ouvre une possibilité de présence plus vaste. Ce parcours n'exige ni perfection ni maîtrise immédiate. Il demande une qualité d'attention particulière, celle qui accepte de regarder ce qui se produit en soi avant de conclure sur le monde. C'est dans ce retournement du regard que commence une forme de liberté plus stable, indépendante des circonstances. Si l'émotion est un passage vers l'invisible, il faut d'abord comprendre où elle naît réellement, dans ce moment où le corps parle avant la conscience. Il y a un moment où rien n'est encore formulé, mais tout est déjà en mouvement. Avant les mots, avant l'analyse, avant même que nous puissions dire « je suis en colère », le corps a déjà choisi une direction. La respiration se raccourcit, la poitrine se resserre, quelque chose se prépare comme si une alerte silencieuse venait d'être déclenchée dans l'ombre du système nerveux. Ce basculement est presque invisible. Et pourtant, il oriente toute la suite. Une phrase anodine, un regard difficile à interpréter, une attente déçue, extérieurement, rien qui justifie l'intensité ressentie. Mais intérieurement, une porte s'ouvre sur une mémoire plus ancienne que la situation présente. Le corps ne débat pas, il ne nuance pas, il réagit. Ce qui est troublant, c'est que cette réaction ne dépend pas directement de la réalité objective de l'événement. Elle dépend de la manière dont cet événement résonne dans l'espace intérieur. Comme si chaque être humain portait en lui un territoire sensible, invisible, dont certaines zones restent à vif. Lorsqu'une situation entre en contact avec ces zones, la réaction surgit avec une force disproportionnée. Dans la perspective de Carl Gustav Jung, une émotion intense peut être comprise comme l'activation d'un contenu psychique autonome. Autonome signifie ici qu'il agit indépendamment de la volonté consciente. Ce n'est pas « moi » qui décide de réagir ainsi. C'est quelque chose en moi qui se manifeste, parfois plus vite que ma capacité à comprendre ce qui se passe. Ainsi, l'émotion n'est pas simplement une réponse à l'extérieur.
Elle est la rencontre entre un événement et une structure intérieure déjà présente. Le monde extérieur joue le rôle de déclencheur, mais la charge émotionnelle appartient au monde intérieur. Deux personnes peuvent vivre la même scène et être traversées par des réactions totalement différentes, non pas parce que la situation change, mais parce que leur paysage psychique n'est pas le même. Il existe alors une illusion très humaine. Croire que l'intensité de la réaction prouve la gravité de la situation. Plus l'émotion est forte, plus nous sommes convaincus qu'elle correspond fidèlement à la réalité. Pourtant, ce que nous vivons c'est souvent la réactivation d'une expérience plus ancienne, qui trouve dans le présent une occasion de se manifester. Le corps, dans ces instants, devient le langage de ce qui n'a pas encore été reconnu. Il exprime par la tension, la chaleur, l'accélération du rythme interne, quelque chose qui cherche à être perçu. Ce langage n'utilise pas de concept. Il ne raconte pas d'histoire. Il agit. Observer ce processus transforme la perception que nous avons de nos réactions. L'émotion cesse d'être une simple perturbation à contrôler ou à réprimer. Elle apparaît comme un mouvement vivant, une émergence, une forme d'expression psychique qui précède la pensée et qui souvent la conditionne. Ce que nous appelons réaction n'est alors plus un geste dirigé vers le monde, mais un phénomène qui prend naissance dans un espace intérieur autonome. Et cet espace, la plupart du temps, agit sans être vu. Mais si la réaction surgit du corps, ce qu'elle devient dépend du regard intérieur qui lui donne un sens. Entre ce qui se produit et ce que nous ressentons, il existe un espace silencieux que nous remarquons rarement. Rien ne s'y voit, rien ne s'y entend, et pourtant tout s'y décide. C'est là que l'expérience brute est traduite, colorée, chargée de sens. C'est là que naît l'interprétation. Un mot est prononcé. Un geste est esquissé. Un silence survient. L'événement en lui-même est neutre, presque simple. Mais dès qu'il entre en contact avec notre monde intérieur, il cesse d'être un fait pour devenir une signification. Et cette signification n'est jamais purement objective. Elle est façonnée par ce que nous portons déjà en nous. Nous percevons rarement la réalité telle qu'elle est. Nous la rencontrons à travers une trame invisible faite de souvenirs émotionnels, d'attentes silencieuses, d'expériences non résolues. Cette trame agit comme un filtre. Elle sélectionne, amplifie, déforme, interprète. Ainsi, deux personnes peuvent entendre la même phrase. L'une y perçoit une information, l'autre une attaque. L'événement est identique, mais le sens vécu est radicalement différent. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, ce phénomène porte un nom précis, la projection. Ce que nous n'avons pas encore reconnu comme appartenant à notre monde intérieur est attribué au monde extérieur. Une émotion ancienne, une peur latente, un sentiment d'insécurité peuvent être vécus comme provoqués par autrui, alors qu'ils étaient déjà présents, prêts à s'activer. La projection ne ment pas, mais elle déplace. Elle ne crée pas l'émotion. Elle lui donne une origine apparente. Ce déplacement rend l'expérience convaincante, car ce que nous ressentons est authentique. La blessure est réelle, mais l'histoire que nous racontons pour l'expliquer n'est pas toujours fidèle à sa source. Ainsi, certaines situations prennent une importance disproportionnée. Un oubli devient un rejet. Une remarque devient un jugement. Une distance devient un abandon. L'événement extérieur agit comme une clé qui ouvre une pièce intérieure restée fermée. Ce qui surgit alors n'appartient pas uniquement au présent. Nos attentes jouent ici un rôle central. Elles sont rarement formulées clairement, mais elles orientent notre perception avec une force remarquable. Nous attendons d'être compris, reconnus, respectés d'une certaine manière.
Lorsque la réalité ne correspond pas à cette attente silencieuse, l'écart est vécu comme une blessure. Non parce qu'une intention hostile est certaine, mais parce qu'un besoin profond n'a pas trouvé de réponse. Ce mécanisme explique pourquoi certaines réactions semblent surgir sans mesure apparente. Ce qui est touché n'est pas seulement la situation actuelle, mais une zone sensible de la psyché, une région intérieure où l'expérience a laissé une empreinte durable. La réaction n'est pas disproportionnée au regard de cette zone. Elle est proportionnée à ce qu'elle contient. Observer ce processus ne signifie pas nier ce que l'on ressent. Cela revient à déplacer le regard, de l'événement vers la résonance qu'il provoque. Ce déplacement modifie profondément la relation à l'émotion. Ce qui apparaissait comme une agression devient un signal. Ce qui semblait venir du monde extérieur révèle une configuration intérieure encore active. Nous ne vivons pas seulement des événements, nous vivons la signification qu'ils prennent en nous. Et cette signification, souvent, parle le langage de nos blessures silencieuses. Et lorsque ce sens commence à se former, un instant discret apparaît où la réaction peut encore devenir une présence consciente. Tout commence par un frémissement, pas encore une émotion claire, pas encore une pensée définie, plutôt une variation subtile du climat intérieur. Une densité nouvelle dans la poitrine, une chaleur diffuse, une contraction à peine perceptible autour de la gorge. Rien d'explosif, rien de spectaculaire, juste une montée. Cet instant passe souvent inaperçu parce qu'il ne correspond pas à l'image que nous nous faisons de la colère. Nous imaginons la réaction comme un événement soudain, total, inévitable. Pourtant, avant la vague, il y a toujours un mouvement de l'eau. Avant la parole impulsive, il y a un déplacement intérieur. Avant l'emportement, il y a une invitation silencieuse. Cet intervalle, aussi bref soit-il, constitue un seuil. Non pas un espace de contrôle forcé, mais un point de bascule où deux directions deviennent possibles. L'une mène à la réaction automatique. L'autre ouvre une perception plus large de ce qui est en train de se produire. Observer la montée intérieure ne consiste pas à interrompre l'émotion ni à la juger. Il s'agit d'un geste plus simple et plus exigeant. Permettre à l'expérience d'être perçue sans être immédiatement traduite en action. La sensation est reconnue, mais elle n'est pas encore suivie. Dans la pensée de Carl Gustav Jung, ce moment correspond au passage d'un état de possession émotionnelle à la conscience de l'affect. Être possédé signifie que l'émotion agit à travers nous sans être vue. La conscience de l'affect, au contraire, introduit une distance vivante. L'émotion est là, mais elle est aussi observée. Cette observation n'est pas froide. Elle n'éloigne pas de l'expérience, elle l'éclaire de l'intérieur. L'attention se tourne vers les manifestations directes du vécu. La respiration qui change de rythme, le cœur qui accélère, la pensée qui commence à se durcir. Ces signes deviennent des repères. Ils indiquent non pas ce qu'il faut faire, mais ce qui est en train de naître. Dans cet espace d'attention, le temps semble se dilater légèrement. La réaction n'est plus instantanée. Elle devient un mouvement visible, et ce simple fait modifie sa trajectoire. Ce qui était destiné à s'imposer comme une évidence commence à apparaître comme un phénomène parmi d'autres. Il ne s'agit pas de supprimer l'élan, mais de le voir avant qu'il ne prenne toute la place. La conscience introduit une qualité nouvelle dans l'expérience. La possibilité de ne pas se confondre avec ce qui traverse la psyché. L'émotion continue d'exister, mais elle n'est plus la seule force en présence. Ce déplacement est discret. Aucun signe extérieur ne le révèle nécessairement. Pourtant, intérieurement, la dynamique change profondément. La réaction n'est plus une réponse imposée par l'intensité du moment. Elle devient une orientation qui peut être modulée. Observer la montée intérieure
revient à reconnaître que l'expérience n'est pas monolithique. Il y a la sensation, il y a l'impulsion, et il y a aussi la conscience de l'ensemble. Lorsque cette conscience est présente, même brièvement, elle introduit une qualité de liberté qui ne dépend pas de la disparition de l'émotion, mais de la relation que nous entretenons avec elle. La liberté ne surgit pas après la tempête. Elle apparaît dans l'instant même où la tempête commence à se former. C'est dans cet espace d'observation que l'émotion révèle ce qu'elle portait depuis le début. Un message plus profond que la réaction elle-même. Il arrive que l'irritation surgisse comme une étincelle sans cause visible. Rien, en apparence, n'explique la force de la réaction. Pourtant, si l'on demeure un instant au contact de cette intensité sans la justifier ni la rejeter, elle commence à révéler une texture plus profonde. La colère n'est plus seulement une poussée vers l'extérieur. Elle devient une direction vers l'intérieur. Ce qui se manifeste alors n'est pas toujours confortable à reconnaître. Sous l'irritation se tient souvent une expérience plus vulnérable. La crainte de ne pas compter, la sensation d'être ignoré, le besoin silencieux d'être reconnu dans ce qui, jusqu'ici, est resté invisible. L'émotion agit comme une surface agitée, derrière laquelle quelque chose cherche à être perçu sans encore disposer des mots pour se dire. Dans la perspective de Carl Gustav Jung, ce phénomène peut être compris comme l'expression d'un contenu appartenant à l'ombre. L'ombre ne désigne pas seulement ce qui est négatif ou rejeté. Elle représente l'ensemble des aspects de la psyché qui n'ont pas trouvé de place dans la conscience ordinaire. Ils ne disparaissent pas pour autant. Ils attendent un moment, une fissure dans l'expérience pour se manifester. La colère devient alors un mode d'apparition. Elle attire l'attention avec force parce que ce qu'elle porte n'a pas été entendu plus tôt. Elle n'exagère pas. Elle intensifie pour rendre visible. Lorsqu'elle surgit, elle indique qu'une zone intérieure reste non reconnue, qu'une dimension de l'expérience psychique réclame une forme d'intégration. Voir l'émotion sous cet angle transforme sa signification. Elle n'est plus une perturbation à éliminer, mais une information à déchiffrer. Elle ne dit pas nécessairement « l'autre est coupable ». Elle peut dire « quelque chose en moi est resté sans réponse ». La direction de l'attention change subtilement. Elle cesse de pointer vers l'extérieur et commence à explorer l'espace intérieur où la résonance s'est produite. Cette exploration ne cherche pas une explication intellectuelle immédiate. Elle commence par une disponibilité, laisser apparaître ce qui se tient derrière la réaction. Parfois, il s'agit d'un besoin ancien d'être entendu. Parfois, d'une peur d'être diminué. Parfois encore, d'une fragilité que l'on a appris à dissimuler derrière la fermeté. L'ombre ne se manifeste pas pour être combattue, mais pour être reconnue comme partie intégrante de la totalité psychique. Tant qu'elle demeure exclue, elle agit indirectement, souvent à travers des réactions qui semblent imposées. Lorsqu'elle est reconnue, son mode d'expression change. Ce qui était impulsion devient message. Ce qui apparaissait comme une force étrangère devient un contenu psychique identifiable. Ainsi, l'émotion cesse d'être une opposition entre soi et soi. Elle devient un langage qui ne parle pas en concept, mais en intensité. Il ne décrit pas, il indique. Il ne démontre pas, il révèle. Comprendre ce langage ne signifie pas l'approuver ni le suivre, mais lui accorder la possibilité d'être entendu dans ce qu'il cherche à montrer. Dans ce déplacement, la colère perd son statut d'ennemi. Elle apparaît comme une forme d'énergie psychique orientée vers la conscience. Une invitation à rencontrer ce qui, jusqu'ici, s'exprimait dans l'obscurité. Lorsque ce message est reconnu, la transformation ne consiste plus à résister à l'émotion, mais à laisser la conscience s'élargir autour d'elle. Il existe une manière d'être au monde qui ne repose plus sur l'effort de maîtriser ce qui arrive, mais sur la capacité de demeurer présent à ce qui surgit. Cette présence n'abolit pas les tensions.
elles modifient leur statut. Elles cessent d'être des forces qui nous emportent pour devenir des phénomènes que nous traversons. Longtemps, l'énergie psychique est mobilisée pour tenter d'ajuster le monde à nos attentes. Nous cherchons des signes d'accord, de reconnaissance, de cohérence avec ce que nous estimons juste ou nécessaire. Lorsque ces attentes ne trouvent pas d'écho, la réaction se forme comme un mouvement de correction. Quelque chose devrait être différent. Ce devrait agit comme une contrainte intérieure permanente. Il contracte l'expérience. Accepter que l'autre ne corresponde pas à cette attente ne signifie pas renoncer à toute exigence, mais déplacer le centre de gravité. L'attention ne se fixe plus sur la modification du monde extérieur, mais sur la qualité de la présence intérieure. Ce déplacement libère une quantité d'énergie jusque-là immobilisée dans la résistance. L'expérience relationnelle cesse d'être un terrain de lutte pour devenir un espace d'observation et d'ajustement. Dans la perspective de Carl Gustav Jung, ce mouvement appartient au processus d'individuation, un chemin par lequel la conscience s'élargit en intégrant ce qui auparavant agissait depuis l'ombre. La transformation ne s'opère pas par opposition, mais par reconnaissance. Ce qui était combattu est rencontré. Ce qui était rejeté est inclus dans une compréhension plus vaste de la psyché. La non-réactivité, dans ce contexte, ne relève pas d'une discipline imposée à l'émotion. Elle correspond à une maturation de la conscience. L'émotion peut surgir avec la même intensité qu'autrefois, mais elle ne détermine plus automatiquement la réponse. Elle est contenue dans un champ d'attention plus large qui lui donne une place sans lui accorder la totalité de l'espace. Cette capacité transforme la relation à l'attention. L'attention n'est plus interprétée comme un signe d'échec intérieur, mais comme un mouvement énergétique transitoire. Elle circule, se modifie, se résorbe ou se transforme selon la manière dont elle est se rencontrer. L'identification, en revanche, la fixe. Lorsque la conscience se confond avec l'émotion, celle-ci devient une réalité exclusive. Lorsque la conscience demeure distincte, l'émotion devient un événement parmi d'autres. Peu à peu, un ancrage se forme. Il ne dépend ni du calme des circonstances, ni de l'accord des autres. Il se construit à travers la répétition d'un geste intérieur. Revenir à l'expérience immédiate sans s'y perdre. Cette stabilité n'est pas rigide. Elle ressemble davantage à une souplesse profonde, capable d'absorber l'impact sans se fragmenter. La paix intérieure apparaît alors sous une forme différente de celle que l'on imaginait. Elle ne correspond pas à l'absence de mouvements conflictuels, mais à la possibilité de les traverser sans être définis par eux. Elle n'exige pas que la vie cesse d'être complexe. Elle permet de demeurer présent au cœur même de cette complexité. L'individuation n'élimine pas la réaction. Elle transforme la manière dont la réaction est vécue. Ce qui était autrefois une perte de centre devient une occasion de le retrouver. Et à mesure que cette présence s'enracine, une manière nouvelle d'habiter l'expérience humaine commence à apparaître. Au terme de ce cheminement, quelque chose se transforme silencieusement dans la manière d'habiter l'expérience. Les situations n'ont pas nécessairement changé. Les relations demeurent parfois complexes, imprévisibles, imparfaites. Pourtant, la manière de les vivre n'est plus la même. Ce qui autrefois déclenchait une réaction immédiate devient un phénomène perceptible. Ce qui paraissait imposé par l'extérieur révèle sa racine intérieure. L'émotion n'est plus une force qui entraîne, mais un mouvement qui informe. Elle cesse d'être une fatalité pour devenir une orientation. La véritable stabilité ne réside pas dans l'absence de tension, mais dans la capacité de demeurer présent au cœur même de ces tensions sans s'y confondre. Cette présence n'éteint pas l'intensité de l'expérience humaine. Elle lui donne un espace plus vaste dans lequel elle peut apparaître, se transformer, puis s'apaiser. À mesure que cette manière d'être s'enracine, la relation au monde change subtilement.
Le besoin de contrôler diminue. L'exigence que tout corresponde à nos attentes s'assouplit. Une forme de confiance apparaît, non pas dans la prévisibilité des événements, mais dans la capacité intérieure à les traverser. Ce déplacement ouvre une liberté discrète mais profonde, celle de ne plus être entièrement définie par ce qui survient en soi. Les émotions continuent d'apparaître, mais elles ne déterminent plus seules la direction de l'expérience. La conscience devient un espace d'accueil suffisamment large pour contenir la complexité sans s'y perdre. Ce chemin n'a pas de point final. Il se poursuit dans chaque instant où l'attention revient à ce qui est vécu, sans rejet et sans identification. C'est une pratique de présence renouvelée, une manière d'habiter l'existence avec plus de clarté et moins de lutte. Peut-être que la transformation la plus essentielle ne consiste pas à devenir autre, mais à devenir capable de rencontrer ce qui est déjà là, pleinement, lucidement, intérieurement libre.